Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. On entame ce soir une nouvelle lecture, les amis. Ça y est, on a terminé notre épopée dans les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Et maintenant, on change drastiquement, on va vers quelque chose de tout à fait différent. Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, c'est même très différent de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent sur la chaîne. J'ai déjà diversifié un petit peu les lectures qu'on a pu effectuer il y a à peu près un an en commençant de la lecture de poésie, et j'en fais une fois de temps en temps. Et ce soir, on diversifie encore plus en allant dans des textes philosophiques, voire politiques. D'ailleurs, je précise tout de suite, avant que la vidéo ne soit trop entamée, je précise tout de suite que les opinions qui sont données dans ce bouquin, que ce soit philosophique, que ce soit politique, que ce soit en rapport à la morale, etc., ne sont pas forcément les miennes. Attention, je précise, parce que ça peut aller vite de faire la confusion, surtout sur Internet. Je vais vous lire Jean-Jacques Rousseau du contrat social. C'est une lecture que j'ai déjà effectuée moi-même seul, que j'apprécie assez. Il y a pas mal de choses que j'apprécie, mais il y a des choses que j'apprécie, mais comment dire, ce n'est pas, faut faire un distinguo, c'est pas parce que j'apprécie ces choses que je suis foncièrement d'accord avec ce qui est dit, etc., etc. Donc attention, faites bien la distinction entre ma personne propre et la lecture que je vais vous faire du contrat social de Rousseau. Je ne me porte pas garant, entre guillemets, de ce qui est dit dans ce texte, et je ne suis pas forcément en adéquation avec tout ce qui va être émis comme opinion politique ou philosophique. Voilà, voilou, je préférais mettre les choses au clair avant de commencer ce genre de live un petit peu spéciaux, et si ça se passe bien, si ça vous intéresse, si je trouve que ça fonctionne en live, pourquoi pas, peut-être à l'avenir, en plus du coup des recueils de poésie et des lectures habituelles de fiction, peut-être pas, pourquoi pas ajouter à nouveau ce genre de texte philosophique ou politique. Ça peut être intéressant une fois de temps en temps. Mais bon, pas trop non plus, parce que je pense que ça va quand même être un peu complexe à suivre et un petit peu, comment dire, un petit peu fatigant, entre guillemets, dans le sens où il va falloir être bien attaché, bien concentré. Bref, nous allons voir, et puis je ne suis pas sûr aussi que ce soit quelque chose qui se dise bien à l'oral. Donc nous allons un peu faire le crash test ce soir, on va voir comment ça se passe. Ça sera le crash test sur du contrat social de Rousseau. Et puis on verra si on reproduit l'expérience un autre jour avec une autre œuvre du genre. Voilou, je pense avoir tout dit. Je voulais faire un gros disclaimer sur le genre philosophique, le genre politique justement. Et du coup, on va reprendre notre programme habituel, à savoir une intro de live de 10-15 minutes, le temps de laisser le temps aux gens qui voudraient suivre en live cette vidéo d'arriver, puisque, je le rappelle, si vous nous regardez si vous me regardez sur YouTube, il s'agit d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu sur Twitch, donc forcément je vais discuter avec les gens du chat, je vais faire des pauses dans ma lecture, il y aura une petite intro, une petite outro. Donc si vous voulez passer tous ces moments de parlotte et vous focaliser uniquement sur la lecture, allez dans la description, j'ai mis des timecodes à votre disposition, et c'est très facile de naviguer dans la vidéo et de passer tous les moments où je peux parler. Voilou. On commence donc cette intro, comme d'habitude, tranquille. On va parler un petit peu du programme à venir des lives, de ce qui se passe aussi en off, quelques projets que je peux monter, etc., etc., et puis discuter ensemble. Et bonsoir Princess Crow, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, et merci pour le petit coucou, bon courage pour ton boulot. Même si tu ne fais que passer pour dire un petit coucou, ça fait extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup, bisous à toi aussi, et puis bosse bien. D'ailleurs, j'en profite tout de suite, je vois que on a été follow dans l'après-midi par Strollistuzer, pardon. Donc je ne sais pas comment prononcer ton pseudo exactement, mais merci pour ton follow, Strollistuzer, c'est très gentil.
J'apprécie. C'est marrant parce que j'ai relativement souvent des follow en off et je ne comprends pas. Genre, certes, mes rediffusions sont en ligne sur ma chaîne Twitch, mais c'est bizarre, je trouve. Enfin, bon, bref. J'ai limite autant de follow en off qu'en on. Je trouve ça étrange. Et du coup, je vous invite à vous installer, les amis, à vous détendre, à prendre à manger, à boire, à vous mettre au chaud. Parce que ce soir, la lecture, comme je le disais, va être peut-être un petit peu ardue. On va voir ça. Ce sera un test. En fait, j'ai très hâte de faire cette lecture et en même temps, je suis assez tendu, j'appréhende pas mal. Parce que je me dis que ça peut être vraiment compliqué. On va voir comment ça se passe, mais justement, détendez-vous encore plus que d'habitude, je pense que vous en aurez besoin, tout comme moi. Santé les amis. Et du coup, dans cette intro, j'ai pas énormément de choses à vous dire, tout simplement qu'en ce moment, je me sens débordé comme jamais dans ma vie. C'est assez terrible. Enfin, en fait, c'est compliqué à expliquer, mais déjà, j'ai eu pas mal de déboires personnels qui font que je me sens pas forcément très bien ces temps-ci. Et en plus, coup sur coup, j'ai eu plein de petites emmerdes, plein de petites embrouilles avec plein de domaines différents. Et du coup, c'est des trucs tout cons, hein. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas trop personnel, mais un truc tout con, changer toutes les cordes de ma guitare. Et j'ai galéré, et les cordes ne se changeaient pas comme je le voulais aussi facilement, etc. Et il y en a une qui a claqué alors que c'était fini, enfin bon bref, et que tout était bien. Bref, je vais pas entrer dans le détail, mais c'est tous des petits trucs cons comme ça, mais qui prennent du temps. Et qui, petit à petit, commencent à avoir raison de mon moral. Donc déjà ça m'a gonflé. Enfin, plein de choses. Là, ça paraît dérisoire peut-être l'histoire de la guitare, mais c'est une chose parmi de très nombreuses choses. Et ouais, ça commence un petit peu à me taper sur le système. Je commence un petit peu à fatiguer, je vous avoue. Je commence un petit peu à être blasé et maussade ces jours-ci. J'ai l'impression d'avoir vraiment trop de choses à faire tous les jours et de ne pas pouvoir les faire. Du coup, je m'en veux de ne pas avoir fait les choses que je devais faire. Du coup, je suis encore plus mal. Enfin bon, bref, c'est un cercle vicieux insupportable. Malgré tout, on va essayer de retirer le positif de tout ça. Le positif, c'est que, à l'heure actuelle, j'ai récupéré mes deux guitares. J'ai une guitare acoustique, une guitare électrique. J'ai récupéré les deux, toutes belles, toutes propres, avec les cordes impec, etc., etc. J'ai réussi à brancher et normalement, à configurer une carte son qui devrait me permettre de faire des enregistrements de musique. Et ça fait trop plaisir parce que j'ai vraiment envie d'en faire depuis très longtemps. Il faut encore que je vérifie que ça marche. J'ai pas eu le temps tout simplement parce que j'ai commencé tout à l'heure à 13h. J'ai terminé vers 20h30. Donc du coup j'étais même pas sûr de live ce soir. Je pensais que j'allais devoir retarder, voire annuler. Bref, au final j'ai réussi, je pense. Il va falloir que je fasse d'autres tests pour voir si ça a bien fonctionné. Mais vraisemblablement ça a l'air bon. Tout un tas de choses de ce style. Sinon, on a fait quoi Oui, c'est de ça dont je voulais parler aussi en autre bonne nouvelle. En autre bonne nouvelle, j'ai terminé de dessiner, comme je le disais la dernière fois, j'ai terminé de faire les illustrations pour une catégorie entière de tuiles pour mon jeu de société sur l'eau. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Je voulais les imprimer pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et même avec une impression sur une imprimante dégueulasse, avec de la mauvaise qualité de papier, etc., 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 on arrive à peu près, je pense, à comprendre les illustrations malgré qu'elles soient très petites. Donc ça m'enlève une épine du pied énorme. J'avais une sorte d'épée de Damoclès où je me disais je vais faire mes illus et à la fin je me rends compte qu'aucune n'est valable entre guillemets. Là c'est bon, j'en ai fait 6. Je trouve qu'elles rendent plutôt bien, qu'elles sont compréhensibles. C'était ça qui m'importait le plus, qu'elles soient compréhensibles. Donc je pense que je vais pouvoir m'atteler au reste. J'aurais déjà dû le faire ces derniers jours, mais comme je le disais, j'ai pas eu le temps. Je suis vraiment chargé ces temps-ci. Et du coup, voilà, j'ai hâte de me remettre aux illus, d'avancer sur l'eau, parce que vraiment, je tiens à ce projet et je me dis que ça peut faire vraiment un jeu de société qualitatif, hyper marrant à jouer.
Donc j'ai vraiment envie d'aller au bout, j'ai vraiment envie de m'y atteler. Je peux peut-être vous montrer vite fait. Attendez. Je vous montre vite fait à quoi peuvent ressembler les impressions que j'ai effectuées du coup. Alors, il faut pas que vous disiez ah c'est moche parce que forcément c'est moche. Comme je le disais, c'est fait avec une mauvaise imprimante, avec de la mauvaise qualité de papier, etc. Le but était surtout de voir si le fait de le mettre à un format si petit n'entachait pas la compréhensibilité du dessin. Donc ici, on a par exemple l'illustration pour une pièce d'or, une face de pièce d'or. Vous aurez remarqué que j'ai remis mon petit logo Planétéo. Je trouve qu'elle rend assez bien, je suis assez content. Surtout qu'il y a pas mal de détails, donc j'avais peur qu'en aussi petit, ça ne rende pas bien. Je sais pas à quel point il faut que je l'approche de l'écran, parce qu'après ça va faire flou de toute manière. Ma caméra que j'utilise en live, c'est vraiment pas de la qualité, donc je pense pas que je puisse vraiment vous faire part de cela facilement. Si ça vous intéresse, à la limite, sur le Discord, j'essaie de mettre un maximum de news. Après, j'essaie de pas spammer parce que j'aime pas spammer tout simplement. Mais je mets quand même des news et j'ai mis notamment une photo de toutes ces illustrations. Voilà, je vous les montre rapidement sans plus vous les expliciter. C'est vrai qu'à la caméra, ça passe vraiment. Enfin, ça passe pas très bien parce qu'elle fait pas le point. C'est un peu dommage du coup. Enfin bon, du coup, je passe encore plus vite. C'est juste pour vous donner un petit aperçu, on est encore loin du résultat final, je pense. Hop. Hop. Et la dernière pour la route. Voili voilou. Donc là, au moins, ça vous fait un tout petit aperçu, parce que, comme je le dis, la qualité n'est pas au rendez-vous, surtout avec cette caméra. Mais au moins, sachez que le jeu est en développement et qu'il se développe bien. Et que voilà, il y a cette bonne nouvelle du fait que le dessin reste compréhensible, même en tout petit, qui fait que je vais pouvoir continuer à m'atteler aux illustrations jour après jour. Là, en ce moment, j'essaie de me mettre un but de faire une illustration par jour. J'y parvenais, mais malheureusement, depuis 2 jours, je suis overbooké et je n'y arrive plus. Je vais essayer de remédier à cela. Bref, voilà pour un peu tout ce qui sort des lives, mais qui a quand même un rapport plus ou moins lointain au live et que je finirai de toute manière par vous présenter plus amplement. Dernière chose du coup, cette fois-ci entièrement par rapport au live, le dernier live qu'on a effectué était un live de découverte sur League of Legends. On y a lu la nouvelle Le Kraken Porte-Bonheur, une nouvelle liée au champion Fizz, et cette nouvelle vraisemblablement, enfin ce live vraisemblablement vous a plu encore une fois. Alors encore une fois, c'est ce que je disais, ce sont des habitués qui voient ces lives, et du coup ce sont des habitués déjà gagnés à ma cause, entre guillemets. Donc même si vous me faites plein de compliments et que c'est très gentil et que j'en suis très heureux, et que je suis heureux de voir que ça vous plaise, je me dis, est-ce que des gens étrangers à mes lives trouveraient un intérêt à ces lives? Et du coup j'ai vraiment envie d'avoir des avis d'autres personnes, donc j'attends un peu, je suis un peu dans l'expectative, j'attends le jour en fait, surtout que la communauté gaming est parfois très tranchée, donc j'attends le jour en fait où directement un joueur de League of Legends tombe sur mon live et me donne son avis, et j'attends à me faire chier dessus, hein, pour être clair, mais bon, je croise les doigts et j'espère que ça se passera bien. En tout cas, ces lives me plaisent beaucoup, ils ont l'air de vous plaire, et on va continuer, comme je le disais, à un rythme de un live tous les 3 jours. Donc là, du coup, on en fera un demain. Et demain, on fera la nouvelle Lophidien, qui est en rapport au champion Nautilus. Voili voilou. Juste petite news comme ça, je la place tranquillement. Et on va pouvoir commencer à la lecture, les amis, je pense, parce que j'ai déjà fait une intro bien trop longue, comme d'habitude. Vous me connaissez, je parle trop. On va se lancer dans la lecture du contrat social de Rousseau. Alors c'est très spécial la manière dont ce texte est découpé, un petit peu comme tous les... Alors je sais pas si on peut appeler ça un manifeste ou un traité, ou je sais même pas vraiment comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas dans les textes philosophiques, il y a souvent des découpes un peu spéciales.
Et là, comment expliquer Hop, désolé, j'ai fait un mauvais clic, voilà. Là, la table des livres et des chapitres est disponible directement dans la lecture. C'est pas quelque chose mis à la fin. C'est vraiment pour présenter le livre. Je vais pas vous la lire malgré tout, la table des livres et des chapitres, mais déjà vous avez compris que c'est séparé en livres et en chapitres. Le titre des livres se trouve dans la table des livres et des chapitres, mais pas dans l'ouvrage. Donc du coup, ça fait que je vais devoir jongler un peu. Bref. Donc ça va pas être facile. Il y a un petit avertissement aussi au début du livre que je vais vous lire. Ça va pas être facile de s'organiser, etc. Je pense que sur YouTube, je vais tout simplement mettre livre 1, chapitre 1, livre 2, chapitre 2, livre 3, chapitre 3, ainsi de suite. Livre 2, chapitre 1, etc. etc. Je pense que les chapitres étant relativement courts, je ne vais pas m'arrêter à chaque fin de chapitre pour faire une pause. Je m'arrêterai juste quand je sens que ça commence à faire beaucoup. Et je pense que pour faire bien, le livre n'est pas très grand. Je pense que pour faire bien, il faudrait que je fasse le livre 1 dans le live de ce soir, le livre 2 dans le prochain, le livre 3 dans un troisième, le livre 4 séparé sur 2 lives parce qu'il est un peu plus long. Et je pense qu'en 5 lives on sera bien et qu'avec cette découpe on sera bien. On va voir comment ça se goupille. De toute manière, comme souvent les premiers lives sur une œuvre, c'est un petit peu le test, voir comment on découpe, etc. Selon la longueur et tout, donc on va voir. Surtout que comme je le disais, là le style risque d'être particulier, vu que c'est un style proche de la politique, proche du philosophique. Je pense, du coup, pour ce texte, adopter peut-être un style de lecture un peu moins folklorique que d'habitude. Et enfin folklorique. Je vais moins me permettre des intonations fanfaronnes ou grandiloquentes, n'est-ce pas? Je pense que je vais rester simple. Je pense que je vais parler lentement, plus lentement qu'à l'accoutumée, parce que justement ce sont des choses très compliquées. Pas très compliquées, mais ce sont des choses plus compliquées que de la fiction, je trouve, à saisir. Étant donné que c'est la philosophie et de la politique, vous l'aurez compris. Voili voilou, bonsoir Matrené, bienvenue sur ce live. Ça fait plaisir de te voir à un live, c'est la première fois que tu viens à un live, Matrené qui nous vient de YouTube. Donc merci beaucoup d'être là. Ah, quoique non, t'étais peut-être déjà venu, je me rappelle plus. Il me semble que t'étais déjà venu. Aïe aïe aïe, désolé, je commence à avoir mauvaise mémoire avec tous ces pseudos que je vois. En tout cas, bonsoir, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien. Et t'as pas raté grand chose, j'ai fait une longue intro, j'ai discuté de pas mal de sujets différents. Et j'étais en train de faire, grosso modo, le petit préambule à la lecture que je vais commencer dans les plus brefs délais, donc tout de suite en fait. Écoutez, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire une pause. J'essaierai de faire une pause dans 20 minutes, quelque chose comme ça, de toute façon, je pense. On va voir comment ça avance. Ça dépendra. Bref, on va voir. Je vais y aller au feeling parce que vraiment la découpe de ce bouquin est particulière. Et comme je le disais, les thèmes et le style risquent d'être assez poussés. Et du coup, il va falloir un peu réfléchir, il va falloir un peu se poser. Je vais aller lentement. Bref. J'arrête de me répéter. On est parti pour la lecture. Bonne écoute Matrené, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre, bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens pour une pause dans sûrement une vingtaine de minutes, je ne sais pas encore. À tout à l'heure. Du contrat social ou principe du droit politique par Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. Federis Equas dicamus leges. Énéide 11. Avertissement. Ce petit traité est extrait d'un ouvrage plus étendu, entrepris autrefois sans avoir consulté mes forces, et abandonné depuis longtemps. Des divers morceaux qu'on pouvait tirer de ce qui était fait, celui-ci est le plus considérable, et m'a paru le moins indigne d'être offert au public. Le reste n'est déjà plus. Livre 1. Où l'on recherche comment l'homme passe de l'état de nature à l'état civil, et quelles sont les conditions essentielles du pacte.
Je veux chercher si dans l'ordre civil il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres, en prenant les hommes tels qu'ils sont, et les lois telles qu'elles peuvent être. Je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisées. J'entre en matière sans prouver l'importance de mon sujet. On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non, et que c'est pour cela que j'écris sur la politique. Si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire. Je le ferais, ou je me tairais. Né citoyen d'un État libre et membre du souverain, quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d'y voter suffit pour m'imposer le devoir de m'en instruire. Heureux toutes les fois que je médite sur les gouvernements, de trouver toujours dans mes recherches de nouvelles raisons d'aimer celui de mon pays. Chapitre 1. Sujet de ce premier livre. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime? Je crois pouvoir résoudre cette question. Si je ne considérais que la force et l'effet qui en dérivent, je dirais, tant qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien. Sitôt qu'il peut secouer le joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux. Car, recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, où il est fondé à la reprendre, où l'on ne l'était point à la lui ôter. Mais l'ordre social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres. Cependant, ce droit ne vient point de la nature, il est donc fondé sur des conventions. Il s'agit de savoir quelles sont ces conventions. Avant d'en venir là, je dois établir ce que je viens d'avancer. Chapitre 2. Des premières sociétés. La plus ancienne de toutes les sociétés et la seule naturelle est celle de la famille. Encore les enfants ne restent-ils liés au père qu'aussi longtemps qu'ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Les enfants, exempts de l'obéissance qu'ils devaient au père, le père exempt des soins qu'il devait aux enfants, rentrent tous également dans l'indépendance. S'ils continuent de rester unis, ce n'est plus naturellement, c'est volontairement, et la famille elle-même ne se maintient que par convention. Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l'homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation. Ses premiers soins sont ceux qu'il se doit à lui-même, et, sitôt qu'il est en âge de raison, lui seul étant juge des moyens propres à se conserver, devient par là son propre maître. La famille est donc, si l'on veut, le premier modèle des sociétés politiques. Le chef est l'image du père, le peuple est l'image des enfants. Et tous étant nés égaux et libres, n'aliènent leur liberté que pour leur utilité. Toute la différence est que dans la famille, l'amour du père pour ses enfants le paye des soins qu'il leur rend, et que dans l'État, le plaisir de commander supplée à cet amour que le chef n'a pas pour ses peuples. Grotius nie que tout pouvoir humain soit établi en faveur de ceux qui sont gouvernés. Il cite l'esclavage en exemple. Sa plus constante manière de raisonner est d'établir toujours le droit par le fait. On pourrait employer une méthode plus conséquente, mais non pas plus favorable, aux tyrans. Il est donc douteux, selon Grotius, si le genre humain appartient à une centaine d'hommes, ou si cette centaine d'hommes appartient au genre humain, et il paraît dans tout son livre pencher pour le premier avis. C'est aussi le sentiment de Hobbes. Ainsi voilà l'espèce humaine divisée en troupeaux de bétail, dont chacun a son chef, qui le garde pour le dévorer. Comme un pâtre est d'une nature supérieure à celle de son troupeau, les pasteurs d'hommes, qui sont leurs chefs, sont aussi d'une nature supérieure à celle de leur peuple. Ainsi raisonnait, au rapport de Philon, l'empereur Caligula, concluant assez bien de cette analogie que les rois étaient des dieux, ou que les peuples étaient des bêtes. Le raisonnement de ce Caligula revient à celui d'Hobbes et de Grotius. Aristote, avant eux tous, avait dit aussi que les hommes ne sont point naturellement égaux, mais que les uns naissent pour l'esclavage et les autres pour la domination. Aristote avait raison, mais il prenait l'effet pour la cause. Tout homme né dans l'esclavage naît pour l'esclavage, rien n'est plus certain. Les esclaves perdent tout dans leur fer, jusqu'au désir d'en sortir. Ils aiment leur servitude comme les compagnons d'Ulysse aimaient leur abrutissement. S'il y a donc des esclaves par nature, c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués. Je n'ai rien dit du roi Adam, ni de l'empereur Noé, père de 3 grands monarques qui se partagèrent l'univers, comme firent les enfants de Saturne, qu'on a cru reconnaître en eux.
J'espère qu'on me saura gré de cette modération, car descendant directement de l'un de ces princes, et peut-être de la branche aînée, que sais-je aussi par la vérification des titres, je ne me trouverai point le légitime roi du genre humain. Quoi qu'il en soit, on ne peut disconvenir qu'Adam n'ait été souverain du monde comme Robinson de son île, tant qu'il en fut le seul habitant. Et ce qu'il y avait de commode dans cet empire était que le monarque assuré sur son trône n'avait à craindre ni rébellion, ni guerre, ni conspirateur. Chapitre 3. Du droit du plus fort. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. De là le droit du plus fort, droit pris ironiquement en apparence et réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot? La force est une puissance physique, je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté, c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir? Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu'il n'en résulte qu'un galimatias inexplicable, car sitôt que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause. Toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement, et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Or, qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse? S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir, et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien à la force. Il ne signifie ici rien du tout. Obéissez aux puissances. Si cela veut dire cédez à la force, le précepte est bon mais superflu. Je réponds qu'il ne sera jamais violé. Toute puissance vient de Dieu, je l'avoue, mais toute maladie en vient aussi. Est-ce à dire qu'il soit défendu d'appeler le médecin? Qu'un brigand me surprenne au coin d'un bois, non seulement il faut par force donner la bourse, mais quand je pourrais la soustraire, suis-je en conscience obligé de la donner? Car enfin le pistolet qu'il tient est aussi une puissance. Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu'on est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. Ainsi, ma question primitive revient toujours. Chapitre 4. De l'esclavage. Puisque aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes. Si un particulier, dit Grotius, peut aliéner sa liberté et se rendre esclave d'un maître, pourquoi tout un peuple ne pourrait-il pas aliéner la sienne et se rendre sujet d'un roi? Il y a là bien des mots équivoques, qui auraient besoin d'explication. Mais tenons-nous-en à celui d'aliéner. Aliéner, c'est donner, ou vendre. Or, un homme qui se fait esclave d'un autre ne se donne pas, il se vend, tout au moins pour sa subsistance. Mais un peuple, pourquoi se vend-il? Bien loin qu'un roi fournisse à ses sujets leur subsistance, il ne tire la sienne que d'eux, et selon Rabelais, un roi ne vit pas de peu. Les sujets donnent donc leur personne à condition qu'on prendra aussi leurs biens. Je ne vois pas ce qu'il leur reste à conserver. On dira que le despote assure à ses sujets la tranquillité civile. Soit, mais qui gagne-t-il, si les guerres que son ambition leur attire, si son insatiable avidité, si les vexations de son ministère les désolent plus que ne feraient leurs dissensions? Qui gagne-t-il, si cette tranquillité même est une de leurs misères? On vit tranquille aussi dans les cachots, en est-ce assez pour s'y trouver bien? Les Grecs enfermés dans l'antre du Cyclope y vivaient tranquilles, en attendant que le tour vînt d'être dévoré. Dire qu'un homme se donne gratuitement, c'est dire une chose absurde et inconcevable. Un tel acte est illégitime et nul, par cela seul que celui qui le fait n'est pas dans son bon sens. Dire la même chose de tout un peuple, c'est supposer un peuple de fous. La folie ne fait pas droit. Quand chacun pourrait s'aliéner lui-même, il ne peut aliéner ses enfants. Il laisse hommes et libres, leur liberté leur appartient. Nul n'a droit d'en disposer qu'eux. Avant qu'ils soient en âge de raison, le père peut en leur nom stipuler des conditions pour leur conservation, pour leur bien-être, mais non les donner irrévocablement et sans condition, car un tel don est contraire aux fins de la nature et passe les droits de la paternité. Il faudrait donc, pour qu'un gouvernement arbitraire fût légitime, qu'à chaque génération le peuple fût le maître de l'admettre ou de le rejeter, mais alors ce gouvernement ne serait plus arbitraire. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Il n'y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout.
Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme, et c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. Enfin, c'est une convention vaine et contradictoire de stipuler d'une part une autorité absolue, et de l'autre une obéissance sans bornes. N'est-il pas clair qu'on n'est engagé à rien envers celui dont on a droit de tout exiger, et cette seule condition, sans équivalent, sans échange, n'entraîne-t-elle pas la nullité de l'acte ? Car quel droit mon esclave aurait-il contre moi, puisque tout ce qu'il a m'appartient, et que son droit étant le mien, ce droit de moi contre moi-même est un mot qui n'a aucun sens. Grotius et les autres tirent de la guerre une autre origine du prétendu droit d'esclavage. Le vainqueur ayant selon eux le droit de tuer le vaincu, celui-ci peut racheter sa vie aux dépens de sa liberté, convention d'autant plus légitime qu'elle tourne au profit de tous deux. Mais il est clair que ce prétendu droit de tuer les vaincus ne résulte en aucune manière de l'état de guerre. Par cela seul que les hommes vivant dans leur primitive indépendance n'ont point entre eux de rapport assez constant pour constituer ni l'état de paix ni l'état de guerre, ils ne sont point naturellement ennemis. C'est le rapport des choses, et non des hommes, qui constitue la guerre, et l'état de guerre ne pouvant naître des simples relations personnelles, mais seulement des relations réelles, la guerre privée, ou d'homme à homme, ne peut exister, ni dans l'état de nature, où il n'y a point de propriété constante, ni dans l'état social, où tout est sous l'autorité des lois. Les combats particuliers, les duels, les rencontres, sont des actes qui ne constituent point un état, et à l'égard des guerres privées, autorisées par les établissements de Louis IX, roi de France, et suspendues par la paix de Dieu, ce sont des abus du gouvernement féodal, système absurde s'il en fut jamais, contraire aux principes du droit naturel, et à toute bonne politie. La guerre n'est donc point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats, non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs. Enfin, chaque État ne peut avoir pour ennemi que d'autres États, et non pas des hommes, attendu qu'entre choses de diverses natures, on ne peut fixer aucun vrai rapport. Ce principe est même conforme aux maximes établies de tous les temps, et à la pratique constante de tous les peuples policés. Les déclarations de guerre sont moins des avertissements aux puissances qu'à leur sujet. L'étranger, soit roi, soit particulier, soit peuple, qui vole, tue ou détient les sujets sans déclarer la guerre au prince, n'est pas un ennemi, c'est un brigand. Même en pleine guerre, un prince juste s'empare bien en pays ennemi de tout ce qui appartient au public, mais il respecte la personne et les biens de particuliers. Il respecte des droits sur lesquels sont fondés les siens. La fin de la guerre étant la destruction de l'État ennemi, on a droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main, mais sitôt qu'ils les posent et se rendent, cessant d'être ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on n'a plus de droit sur leur vie. Quelquefois on peut tuer l'État sans tuer un seul de ses membres. Or la guerre ne donne aucun droit qui ne soit nécessaire à sa fin. Ces principes ne sont pas ceux de Grotius. Ils ne sont pas fondés sur des autorités de poètes, mais ils dérivent de la nature des choses, et sont fondés sur la raison. À l'égard du droit de conquête, il n'a d'autre fondement que la loi du plus fort. Si la guerre ne donne point aux vainqueurs le droit de massacrer les peuples vaincus, ce droit qu'il n'a pas ne peut fonder celui de les asservir. On n'a le droit de tuer l'ennemi que quand on ne peut le faire esclave. Le droit de le faire esclave ne vient donc pas du droit de le tuer. C'est donc un échange inique de lui faire acheter au prix de sa liberté sa vie, sur laquelle on n'a aucun droit. En établissant le droit de vie et de mort sur le droit d'esclavage, et le droit d'esclavage sur le droit de vie et de mort, n'est-il pas clair qu'on tombe dans le cercle vicieux ? En supposant même ce terrible droit de tout tuer, je dis qu'un esclave fait à la guerre ou un peuple conquis n'est tenu à rien du tout envers son maître, qu'à lui obéir autant qu'il y est forcé. En prenant un équivalent à sa vie, le vainqueur ne lui en a point fait grâce. Au lieu de le tuer sans fruit, il l'a tué utilement. Loin donc qu'il ait acquis sur lui nulle autorité jointe à la force, l'état de guerre subsiste entre eux comme auparavant, leur relation même en est l'effet, et l'usage du droit de la guerre ne suppose aucun traité de paix. Ils ont fait une convention, soit, mais cette convention, loin de détruire l'état de guerre, en suppose la continuité. Ainsi, de quelque sens qu'on envisage les choses, le droit d'esclavage est nul, non seulement parce qu'il est illégitime, mais parce qu'il est absurde, et ne signifie rien. Ces mots, esclavage et droit, sont contradictoires. Ils s'excluent mutuellement. Soit d'un homme à un homme, soit d'un homme à un peuple, ce discours sera toujours également insensé.
Je fais avec toi une convention tout à ta charge. Pardon, je vais reprendre cette phrase. Je fais avec toi une convention tout à ta charge et tout à mon profit, que j'observerai tant qu'il me plaira, et que tu observeras tant qu'il me plaira. Et c'est la fin de ce chapitre 4, les amis. On se marque une courte pause. Je vais faire une très très courte pause. Vous aurez remarqué que la lecture de ce soir va s'effectuer rapidement, puisque j'ai séparé la lecture de ce soir du premier livre en 2 phases de lecture. Là, on a lu grosso modo une moitié. Ouais, c'est ça. Grosso modo une moitié, je pense qu'il y aura un tout petit peu plus après. Voilà, j'ai décidé de pas tout lire d'un coup malgré tout, parce que, comme je le disais, ce sont des textes avec un style, avec un thème forcément philosophique, politique, un petit peu profond, un petit peu complexe peut-être, un petit peu ardu. Faut réfléchir. Je prends vachement le temps pour justement prononcer les phrases le mieux possible et qu'on ait le temps de les percuter, le temps de les comprendre, le temps de comprendre ce qui est sous-entendu, ce qui est signifié dans chaque mot, le temps de sous-peser les mots justement. Donc j'espère que ça va, j'espère que mon rythme de lecture convient pour cette lecture un petit peu particulière. J'espère aussi que ça vous intéresse. Moi perso ça m'intéresse beaucoup. Ça peut, je pense que pour pas mal de gens, ça peut passer pour j'aime pas cette expression et en même temps je trouve qu'elle désigne bien, enfin bon, bref. Pour pas mal de gens, je pense que ça peut paraître être de la branlette intellectuelle. Je mets des gros guillemets, mais je pense qu'en vérité c'est hyper important et réfléchir à ce genre de questions. Personnellement, en tout cas, moi c'est quelque chose qui me fascine et et je considère en tout cas que c'est à partir de ce genre de questions que je sais à peu près identifier quelle personne je suis et quelle personne je voudrais être. Voilà, je trouve que c'est important un jour dans sa vie de se poser ce genre de questions un peu fondamentales entre guillemets et de remettre en question peut-être un peu le système établi, le gouvernement, etc. etc. Et puis de s'instruire aussi, donc par exemple en lisant du contrat social de Rousseau, mais plein d'autres textes, de voir aussi plein d'opinions divergentes, de voir des gens qui seront pas forcément d'accord avec Rousseau. Enfin voilà, je trouve que c'est important d'étudier ce genre de sujet pour se faire un petit peu. Je sais qu'il y avait il y avait beaucoup de gens qui réclamaient ce genre de cours à l'école. Je sais pas si ça se fait maintenant, ça m'étonnerait, mais bon. Des cours d'esprit critique en gros. Et je pense que lire de la philosophie, c'est à ça que ça sert en gros. En très très gros, ça sert à pas mal de choses je pense. Notamment par exemple, je pense que ça a un vrai intérêt sur le fait de se connaître, sur le fait de peut-être aussi construire son bonheur. Enfin bref, là je pars dans des comment dire dans des considérations très personnelles, mais c'est vrai que pour moi ça peut servir à plein de choses, dont ça. Ouais, je trouve ça hyper important. C'est ça Matronet, c'est se forger ses propres avis en fait. De la même manière que je trouve la littérature hyper importante, dans n'importe quelle situation, je trouve que la littérature, enfin, je veux dire, même la fiction, je trouve ça très important. Et ça, je vous ai déjà expliqué dans d'autres lives pourquoi. Tout simplement parce que pour moi, si tu te mets assez loin dans une fiction, tu peux vivre des tonnes d'expériences, des tonnes de vie que tu ne vivrais pas forcément IRL. Et du coup, ça te permet d'être confronté à des situations, à des personnes avant que ça ne t'arrive en vrai, ou peut-être ça ne t'arrivera jamais en vrai, mais ça t'aura donné un kaléidoscope d'opinions et voilà, des pensées divergentes. En fait, je trouve ça hyper intéressant de se remettre en question et de se confronter à d'autres réalités, parce que après tout, on est juste confronté à notre propre réalité en permanence.
Donc je trouve ça bien de briser le prisme, entre guillemets, avec des avis qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui vont nous nourrir, etc., etc. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant, vraiment important même, de lire des textes philosophiques. Je sais que c'est pas très à la mode, je sais que quand il y a les cours de philo qui apparaissent à l'école, les gens sont un peu réticents et trouvent ça un petit peu naze. Perso, j'ai beaucoup apprécié, mais je trouve que c'est encore pas assez. Je trouve qu'en fait, limite, comment dire? Alors là, je m'éloigne énormément, mais par exemple, Bob Lennon et The Fantasio 974, pour ceux qui connaissent, avaient cette réputation. En fait, ils disaient eux-mêmes qu'ils faisaient un peu de la philosophie de comptoir à partir de discussions profondes où ils n'y connaissaient rien, où ils n'étaient pas experts et où ils débattaient très loin sans être experts et tout. Et du coup, ils se dédouanaient, enfin, ils se dédouanaient, non, ils s'excusaient à moitié, où ils s'enlevaient une certaine légitimité parfois en disant bon après nous c'est de la philosophie de comptoir, voilà on est personne, etc. Et c'est tout à leur honneur d'être humble, je trouve, et de dire que justement voilà c'est de la ils sont entre guillemets personnes, voilà. Mais à la fois je trouve que bah, c'est ça la vraie philosophie pour moi, c'est la philosophie de comptoir entre guillemets, c'est les longues discussions avec des amis, avec des inconnus parfois. J'ai un exemple qui m'est revenu en tête où j'ai parlé toute une soirée, toute une nuit avec un adulte qui avait le double de mon âge de politique et c'était un peu bizarre mais c'était très cool à la fois. Euh, ou même avec des auteurs entre guillemets où en fait c'est ça le truc, c'est instaurer une sorte de discussion avec un auteur où faut pas que ça fasse peur, et c'est des sujets complexes, ardus qui parfois sont difficiles à appréhender. Mais au moins, même si on ne saisit que des bribes, c'est déjà des bribes qui vont ouvrir notre cercle de connaissances, qui vont ouvrir peut-être notre manière de voir les choses, notre façon d'être tolérant ou intolérant à certains systèmes, à certaines pratiques, à certains mécanismes, etc., etc. Bref, je trouve ça très important. Et une chose que je déteste par-dessus tout, c'est les gens qui disent je vais pas changer pour toi ou des trucs comme ça. Alors je comprends l'idée, mais en même temps je trouve que les gens qui ne veulent pas changer sont complètement cons. Dans le sens où je trouve que c'est le propre de l'homme de changer tout le temps et de justement pouvoir s'améliorer tout le temps. Moi je crois beaucoup à ça. Et du coup, je demande pas aux gens de changer pour moi, par exemple. Enfin, je sortais cet exemple-là parce que c'est une phrase qui revient souvent dans les relations de couple, je trouve. Des gens qui disent ah je vais pas changer pour toi, etc. Et je trouve ça bizarre en fait parce que pour moi on change ensemble et c'est pas quelque chose de mal de changer, au contraire, c'est quelque chose de bien, je trouve. Enfin bon, bref. Et du coup, oui, Matrenet, il est vrai que les chapitres sont relativement courts. Comme je le disais, je pense que ça va nous prendre 5 lives grosso modo et que ce sera pas des lives très longs en effet. Malgré tout, je les ferai relativement courts, déjà parce que même si je parle lentement, il reste très court. Et également parce que justement, de par les sujets qui sont traités, j'ai pas envie de faire des lives trop bourrins, trop longs, trop assommants, entre guillemets. Je trouve que c'est bien à petite touche, entre guillemets. Surtout à voix haute comme ça. Euh, je la ressortirai quand mes proches me disent que t'es végétarien. Je dis oui, mais c'est de la philo de comptoir. Non, mais ouais, en fait, c'est ça le truc qui me désole. Et c'est lié, enfin, c'est beaucoup lié à la philo, etc., quelque part. C'est que maintenant, j'ai l'impression que les gens ne parlent plus. J'ai l'impression que les gens ne discutent plus. Pour moi, c'est le truc le plus primordial au monde. Et je trouve que les gens ne discutent plus. Je trouve que les gens ne partagent plus, ne dialoguent plus. Et je trouve que les gens ne débattent plus sainement. Que maintenant, les débats ne sont plus des débats. Dans le sens où, justement, les gens campent tellement sur leur position et sont tellement dans cet esprit de bah, je veux pas changer pour toi, en fait, on est tellement dans une société qui dit il faut s'affirmer, il faut montrer sa personnalité, etc., etc. Chose avec laquelle je suis d'accord, chose que je trouve très bien,
Mais comme n'importe quelle chose bonne poussée à l'extrême, je trouve ça néfaste. Et là, je trouve que bah voilà, l'un des effets, l'une des conséquences de cette manière d'être toujours dans l'affirmation de ce qu'on est, dans le plus que dans l'affirmation pour certaines personnes, c'est carrément dans l'étalage de ce qu'on est, dans montrer que je suis quelqu'un de bien, montrer que j'ai de l'intelligence, montrer que j'ai des connaissances, que j'ai des avis, tranchés, etc. Et je trouve que c'est très infertile, que c'est très comment dire, je trouve plus le mot que je voulais employer. Enfin, en tout cas, que c'est inutile et que, enfin, ça me désole parce que justement, j'ai l'impression que maintenant les débats n'existent plus entre guillemets dans le sens où quand tu débats avec quelqu'un, il veut juste te prouver qu'il a raison. Et par exemple, moi, une chose qui m'arrive souvent et qui m'énerve par-dessus tout, c'est d'avoir une discussion avec quelqu'un et que au bout d'un moment, cette personne, ne trouvant plus entre guillemets d'arguments pour poursuivre le débat, va finir le débat en disant ah ouais mais toi aussi tu comprends pas nanana, ou ah ouais mais toi tu peux pas comprendre parce que tu vis ça, t'es pas comme ça, t'es ceci, t'es cela. Et à chaque fois je suis là mais en fait on débat justement pour essayer de se comprendre, donc fermer le débat en me disant tu peux pas comprendre, c'est genre déjà m'insulter quelque part, je trouve. Et en plus, c'est ne pas chercher à débattre, c'est être tellement sûr de toi, tellement méprisant en fait quelque part, que tu estimes que t'as raison et que j'ai pas besoin d'avoir. Je ne peux pas comprendre que t'as une vérité au-dessus de moi qui est totalement inatteignable. Enfin ouais, je sais pas, je trouve ça très bizarre et très malsain ce genre de pratique entre guillemets. Mais bon. Après, je pense que c'est lié à un autre facteur. Là, c'est limite moi qui commence à philosopher, à faire de la philosophie de comptoir, n'est-ce pas? Et à partir très loin, mais c'est vrai que pour moi, c'est lié à d'autres facteurs qui est le fait que les gens n'ont plus le temps de rien, donc le temps de débattre encore moins. Et voilà, là par exemple, ce que je vous disais en début de live, ces derniers jours, je suis très chargé et j'ai l'impression d'avoir le temps de rien, donc taper des longues discussions avec des gens non plus, et ça m'embête. Et franchement, je pense que c'est lié à nos modes de vie, pas mal, et à notre façon d'être toujours, comment dire, sollicité. Ce qui fait qu'on est juste gavé de tout et qu'on veut aller vite et qu'on n'a pas le temps de parler. Donc voilà, bref. J'ai beaucoup divagué, j'ai beaucoup digressé. En plus, loin de choses, enfin comment dire, sur des choses qui sont loin de la lecture de ce soir. Mais bon, je trouve ça intéressant, c'est cool de dialoguer avec vous. Et c'est aussi à ça je trouve que c'est à ça que doivent servir les textes philosophiques, à justement donner ce point d'entrée dans ce dialogue, etc. Bref, j'en ai terminé de mes bavassements, n'est-ce pas? On va reprendre la suite de notre lecture de ce soir sans plus attendre. J'ai bien changé le titre du live, parfait. On va du coup lire le chapitre 5, 6, 7, 8 et 9. Si je dis pas de bêtises, il y en a 9. Je vérifie. Ah mince. Voilà les Dalton. C'est bien ça. Donc on va lire les chapitres 5 à 9 sans plus attendre les amis. Et nous aurons terminé le livre 1. Et ça sera donc la fin du live de ce soir. On lira le livre 2 dans 3 jours. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour l'outro de ce live. Bonne écoute à tous, bonne écoute Matronée, bonne écoute à tous ceux qui nous écoutent dans l'ombre ou en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. Chapitre 5. Qu'il faut toujours remonter à une première convention. Quand j'accorderai tout ce que j'ai réfuté jusqu'ici, les fauteurs du despotisme n'en seraient pas plus avancés. Il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude et régir une société. Que des hommes épars soient successivement asservis à un seul, en quelque nombre qu'ils puissent être, je ne vois là qu'un maître et des esclaves, je n'y vois point un peuple et son chef. C'est si l'on veut une agrégation,
mais non pas une association. Il n'y a là ni bien public, ni corps politique. Cet homme, eût-il asservi la moitié du monde, n'est toujours qu'un particulier. Son intérêt séparé de celui des autres n'est toujours qu'un intérêt privé. Si ce même homme vient à périr, son empire après lui reste épars et sans liaison, comme un chêne se dissout et tombe en un tas de cendres après que le feu l'a consumé. Un peuple, dit Grotius, peut se donner à un roi. Selon Grotius, un peuple est donc un peuple avant de se donner à un roi. Ce don même est un acte civil, il suppose une délibération publique. Avant donc que d'examiner l'acte par lequel un peuple élit un roi, il serait bon d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple. Car cet acte, étant nécessairement antérieur à l'autre, est le vrai fondement de la société. En effet, s'il n'y avait point de convention antérieure, où serait, à moins que l'élection ne fût unanime, l'obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix du grand, et d'où 100 qui veulent un maître ont-ils le droit de voter pour 10 qui n'en veulent point? La loi de la pluralité des suffrages est elle-même un établissement de convention, et suppose au moins une fois l'unanimité. Chapitre 6. Du pacte social. Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait s'il ne changeait sa manière d'être. Or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autre moyen pour se conserver que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs, mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire et sans négliger les soins qu'il se doit? Cette difficulté ramenée à mon sujet peut s'énoncer en ces termes. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l'acte que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet, en sorte que, bien qu'elles n'aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont partout les mêmes, partout tacitement admises et reconnues, jusqu'à ce que, le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprenne sa liberté naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça. Ces clauses, bien entendu, se réduisent toutes à une seule, savoir l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Car premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. De plus, l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être, et nul associé n'a plus rien à réclamer. Car s'il restait quelques droits aux particuliers, comme il n'y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque point son propre juge, prétendrait bientôt l'être en tous, l'état de nature subsisterait, et l'association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine. Enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne, et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd, et plus de force pour conserver ce qu'on a. Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit au terme suivant. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. À l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif composé d'autant de membres que l'Assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de tous les autres prenait autrefois le nom de cité, et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. À l'égard des associés, ils prennent collectivement le nom de peuple, et s'appellent en particulier citoyens comme participant à l'autorité souveraine, et sujets comme soumis aux lois de l'État. Mais ces termes se confondent souvent, et se prennent l'un pour l'autre.
Il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans toute leur précision. Chapitre 7. Du souverain. On voit par cette formule que l'acte d'association renferme un engagement réciproque du public avec les particuliers, et que chaque individu contractant, pour ainsi dire avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport, savoir comme membre du souverain envers les particuliers, et comme membre de l'État envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil que nul n'est tenu aux engagements pris avec lui-même, car il y a bien de la différence entre s'obliger envers soi ou envers un tout dont on fait partie. Il faut remarquer encore que la délibération publique qui peut obliger tous les sujets envers le souverain, à cause des deux différents rapports sous lesquels chacun d'eux est envisagé, ne peut par la raison contraire obliger le souverain envers lui-même, et que par conséquent, il est contre la nature du corps politique que le souverain s'impose une loi qui ne le puisse enfreindre. Ne pouvant se considérer que sous un seul et même rapport, il est alors dans le cas d'un particulier contractant avec soi-même, par où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social. Ce qui ne signifie pas que ce corps ne puisse fort bien s'engager envers autrui en ce qui ne déroge point à ce contrat, car à l'égard de l'étranger, il devient un être simple, un individu. Mais le corps politique ou le souverain, ne tirant son être que de la sainteté du contrat, ne peut jamais s'obliger, même envers autrui, à rien qui déroge à cet acte primitif, comme d'aliéner quelque portion de lui-même ou de se soumettre à un autre souverain. Violer l'acte par lequel il existe serait s'anéantir, et ce qui n'est rien ne produit rien. Sitôt que cette multitude est ainsi réunie en un corps, on ne peut offenser un des membres sans attaquer le corps, encore moins offenser le corps sans que les membres s'en ressentent. Ainsi le devoir et l'intérêt obligent également les deux parties contractantes à s'entraider mutuellement, et les mêmes hommes doivent chercher à réunir sous ce double rapport tous les avantages qui en dépendent. Or, le souverain n'étant formé que des particuliers qui le composent, n'a ni ne peut avoir d'intérêt contraire au leur. Par conséquent, la puissance souveraine n'a nul besoin de garant envers les sujets, parce qu'il est impossible que le corps veuille nuire à tous ses membres, et nous verrons ci-après qu'il ne peut nuire à aucun en particulier. Le souverain, par cela seul qu'il est toujours tout ce qu'il doit être. Mais il n'en est pas ainsi des sujets envers le souverain, auxquels, malgré l'intérêt commun, rien ne répondrait de leurs engagements s'ils ne trouvaient des moyens de s'assurer de leur fidélité. En effet, chaque individu peut comme homme avoir une volonté particulière contraire ou dissemblable à la volonté générale qu'il a comme citoyen. Son intérêt particulier peut lui parler tout autrement que l'intérêt commun. Son existence absolue et naturellement indépendante peut lui faire envisager ce qu'il doit à la cause commune comme une contribution gratuite, dont la perte sera moins nuisible aux autres que le paiement n'en est onéreux pour lui. Et regardant la personne morale qui constitue l'État comme un être de raison parce que ce n'est pas un homme, il jouirait des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs du sujet. Injustice dont le progrès causerait la ruine du corps politique. Afin donc que le pacte social ne soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout le corps, ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera d'être libre, car telle est la condition qui, donnant chaque citoyen à la patrie, le garantit de toute dépendance personnelle, condition qui fait l'artifice et le jeu de la machine politique, et qui seul rend légitimes les engagements civils, lesquels sans cela seraient absurdes, tyranniques, et sujets aux plus énormes abus. Chapitre 8. De l'état civil. Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme, qui jusque-là n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes, et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands. Ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoublissent, son âme tout entière s'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qui l'en arracha pour jamais, et qui d'un animal stupide et borné fit un être intelligent et un homme. Et réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer.
Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle qui n'a pour borne que les forces de l'individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale, et la possession qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre positif. On pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui seule rend l'homme vraiment maître de lui, car l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Mais je n'en ai déjà que trop dit sur cet article, et le sens philosophique du mot liberté n'est pas ici de mon sujet. Chapitre 9. Du domaine réel. Chaque membre de la communauté se donne à elle au moment qu'elle se forme, tel qu'il se trouve actuellement, lui et toutes ses forces, dont les biens qu'il possède font partie. Ce n'est pas que par cet acte la possession change de nature en changeant de main, et devienne propriété dans celle du souverain. Mais comme les forces de la cité sont incomparablement plus grandes que celles d'un particulier, la possession publique est aussi dans le fait plus forte et plus irrévocable, sans être plus légitime, au moins pour les étrangers. Car l'État, à l'égard de ses membres, est maître de tous leurs biens par le contrat social, qui dans l'État sert de base à tous les droits, mais il ne l'est à l'égard des autres puissances que par le droit de premier occupant, qu'il tient des particuliers. Le droit de premier occupant, quoique plus réel que celui du plus fort, ne devient un vrai droit qu'après l'établissement de celui de propriété. Tout homme a naturellement droit à tout ce qui lui est nécessaire, mais l'acte positif qui le rend propriétaire de quelques biens l'exclut de tout le reste. Sa part étant faite, il doit s'y borner, et n'a plus aucun droit à la communauté. Voilà pourquoi le droit de premier occupant, si faible dans l'état de nature, est respectable à tout homme civil. On respecte moins dans ce droit ce qui est à autrui que ce qui n'est pas à soi. En général, pour autoriser sur un terrain quelconque le droit de premier occupant, il faut les conditions suivantes. Premièrement, que ce terrain ne soit encore habité par personne. Secondement, qu'on n'en occupe que la quantité dont on a besoin pour subsister. En troisième lieu, qu'on en prenne possession, non par une vaine cérémonie, mais par le travail et la culture, seul signe de propriété qui, au défaut de titre juridique, doivent être respectés d'autrui. En effet, accorder au besoin et au travail le droit de premier occupant, n'est-ce pas l'étendre aussi loin qu'il peut aller? Peut-on ne pas donner des bornes à ce droit? Suffira-t-il de mettre le pied sur un terrain commun pour s'en prétendre aussitôt le maître? Suffira-t-il d'avoir la force d'en écarter un moment les autres hommes pour leur ôter le droit d'y jamais revenir? Comment un homme ou un peuple peut-il s'emparer d'un territoire immense et en priver tout le genre humain autrement que par une usurpation punissable, puisqu'elle ôte au reste des hommes le séjour et les aliments que la nature leur donne en commun? Quand Núñez Balbao prenait sur le rivage possession de la mer du Sud et de toute l'Amérique méridionale au nom de la couronne de Castille, était-ce assez pour en déposséder tous les habitants et en exclure tous les princes du monde? Sur ce pied-là, ces cérémonies se multipliaient assez vainement, et le roi catholique n'avait tout d'un coup qu'à prendre de son cabinet possession de tout l'univers, sauf à retrancher ensuite de son empire ce qui était auparavant possédé par les autres princes. On conçoit comment les terres des particuliers réunis et contigus deviennent le territoire public, et comment le droit de souveraineté s'étendant des sujets au terrain qu'ils occupent devient à la fois réel et personnel. Ce qui met les possesseurs dans une plus grande dépendance, et fait de leur force même les garants de leur fidélité. Avantage qui ne paraît pas avoir été bien senti des anciens monarques, qui ne s'appelant que rois des Perses, des Scythes, des Macédoniens, semblaient se regarder comme les chefs des hommes plutôt que comme les maîtres du pays. Ceux d'aujourd'hui s'appellent plus habilement rois de France, d'Espagne, d'Angleterre, etc. En tenant ainsi le terrain, ils sont bien sûrs d'en tenir les habitants. Ce qu'il y a de singulier dans cette aliénation, c'est que, loin qu'en acceptant les biens des particuliers, la communauté les en dépouille. Elle ne fait que leur en assurer la légitime possession, changer l'usurpation en un véritable droit, et la jouissance en propriété. Alors les possesseurs étant considérés comme dépositaires du bien public, leurs droits étant respectés de tous les membres de l'État et maintenus de toutes ses forces contre l'étranger, par une cession avantageuse au public et plus encore à eux-mêmes, ils ont, pour ainsi dire, acquis tout ce qu'ils ont donné. Paradoxe qui s'explique aisément par la distinction des droits que le souverain et le propriétaire ont sur le même fond, comme on verra ci-après. Il peut arriver aussi que les hommes commencent à s'unir avant que de rien posséder, et que s'emparant ensuite d'un terrain suffisant pour tous, ils en jouissent en commun, ou qu'ils le partagent entre eux,
soit également, soit selon des proportions établies par le souverain. De quelque manière que se fasse cette acquisition, le droit que chaque particulier a sur son propre fonds est toujours subordonné au droit que la communauté a sur tous, sans quoi il n'y aurait ni solidité dans le lien social, ni force réelle dans l'exercice de la souveraineté. Je terminerai ce chapitre et ce livre par une remarque qui doit servir de base à tout le système social. C'est qu'au lieu de détruire l'égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes, et que pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit. Fin du livre premier. C'est donc également la fin de ce live, les amis. Nous passons à l'outro. Et du coup, Matrené, je pense que tu es déjà parti, mais quand tu regarderas la rediff, merci d'être passé, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que le live t'a été agréable. Bonne soirée, bonne nuit à toi. Et je pense qu'on en a terminé pour le live de ce soir. Je vais pas faire durer le live très longtemps, même pas du tout en fait. On est à l'outro, je n'ai pas forcément grand chose à vous dire. De plus, j'espère que cette lecture vous plaît. C'est assez particulier, je trouve. Je trouve que lorsque je bafouille, je devrais peut-être reprendre au début de la phrase parce que chaque phrase a Ah mince, comment ça s'appelle? C'est un syntagme, je crois, je sais plus. Enfin, en tout cas, chaque phrase a une unité de sens pleine. Et du coup, si je bafouille en plein milieu de la phrase, j'ai peur que ça perturbe vraiment et qu'on comprenne plus du tout l'ensemble de la phrase. Donc je pense que, encore plus que pour toute autre lecture que j'ai déjà pu faire à l'oral avec vous, je vais essayer de pas bafouiller, de lire exactement ce qui est écrit parfaitement, et puis quand je bafouille, revenir au début de la phrase, si ce n'est au début du paragraphe, pour que ce soit bien clair. Dites-moi si ça a été clair justement, si ça vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube, ou dans le chat sur Twitch, ou même en privé, peu m'importe. En tout cas, moi ça me plaît bien. Du contrat social, je l'avais déjà lu il y a plusieurs années, mais j'avais envie de le relire. Ce soir, je vous ai déjà lu mon passage préféré, qui était le moment... c'était dans le chapitre 4 avec de l'esclavage, le début du chapitre. Vous savez, le moment où Rousseau se moque un petit peu de Grotius en lui disant que grosso modo, un peuple qui se donne un chef dont les guerres présentent plus de malheur que leur sécurité, etc., c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref, grosso modo, le moment où il explique que on préfère sacrifier notre liberté en vue de la sécurité, et que les gens qui font ça sont un peuple de fous et qu'ils se donnent pour rien. Et donc ce moment que je kiffe, cette phrase que je kiffe, où il dit que grosso modo on est aussi en sécurité en prison, et que c'est pas pour ça qu'on est bien en prison. Donc voilà. C'était mon passage préféré de souvenir de ce traité. J'ai bien aimé aussi là, la toute fin du dernier chapitre, où il glisse subrepticement un truc évident, mais que je trouve hyper important, important de mettre au centre de tout, parce que les gens, je pense, font beaucoup la confusion, ce qui est normal, je trouve, parce que j'avais déjà discuté avec des gens de ce truc en particulier, et c'est vrai qu'on a débattu là-dessus, parce qu'en fait, on peut facilement se faire avoir par les mots, dans le sens où vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, je prends la... Mince, comment on appelle ça? Pas le slogan. Ah, mince. C'est pas vrai que je retrouve pas le mot. Attendez, c'est fou quand même. J'ai vraiment des brain farts en ce moment, c'est un délire. J'oublie des mots tellement simples. La devise, merci mon dieu.
Enfin, je suis allé voir sur internet, mais bref. Donc oui, la devise de la France, par exemple, liberté, égalité, fraternité, ou pour moi, le mot égalité, comme vient de le rappeler Rousseau, en fait, l'homme né libre et égaux, je trouve que c'est complètement faux. Enfin, l'homme ne naît pas égaux pour moi. C'est une phrase qu'on nous rebâche, dont on nous rebâche les oreilles, ça se dit. Sans arrêt, depuis qu'on est tout petit, les hommes naissent libres et égaux. Mais il faut bien continuer en fait, en droit. Parce que non, les hommes ne sont vraiment pas égaux à la naissance. Donc ils naissent libres et égaux en droit. Et ça change beaucoup de choses. Et je trouve que c'est important de le souligner comme vient de le souligner Rousseau. Le contrat social ou, entre guillemets, un système de gouvernement, etc. Ce qu'il doit assurer, selon moi, en priorité plutôt que la sécurité ou quoi que ce soit d'autre, c'est la liberté et l'égalité. Mais l'égalité dans le sens pallier aux inégalités qui existent entre les hommes de base. Parce que de base, les hommes ne sont pas égaux. Les hommes de base ont des diversités physiques infinies. Là, je prends un exemple très, très parlant pour que ça soit compréhensible. Par exemple, il y a des gens qui sont handicapés, bah, ils vont pas être égaux avec les gens qui ne le sont pas pour faire certaines tâches, etc. Et donc, pour moi, c'est à la société de pallier à cette inégalité et de rendre les deux parties égaux. Bref, j'espère que je me fais comprendre, mais parce que j'ai pas envie qu'on me prête de mauvaises paroles. Je pense que j'ai été clair, j'espère. Bref, et du coup, moi, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, je suis assez d'accord avec ce que vient d'énoncer Rousseau. Pour moi, c'est ce que doit faire un gouvernement, c'est assurer la liberté et l'égalité au sens pallier les inégalités existantes. Parce que l'homme est enfin, les hommes naissent inégaux, entre guillemets. Et d'ailleurs, il l'a précisé, et je trouve ça très bien, aussi. Enfin, je suis assez d'accord avec lui aussi. Il précise... c'est qu'au lieu de détruire l'égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes et que pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit. Donc voilà, je trouve ça, cette phrase-là, je la trouve très parlante et voilà, je pense qu'il n'y a même pas besoin de l'expliciter davantage, mais je suis tout à fait d'accord que les hommes naissent inégaux en force et en génie, entre guillemets, et que c'est le rôle de la société, je trouve, de les rendre égaux, de pallier à cela, et de les rendre égaux. Bref, je pars dans des tergiversations sans fin. J'espère qu'on arrive à me suivre et qu'on va pas me prêter de mauvaises paroles parce que je pense pas avoir dit de conneries. Au contraire. Bref, encore une fois, comme je le répétais, n'oubliez pas que même si j'apprécie le texte et que j'ai peut-être l'air d'en faire l'éloge et que je trouve ça très intéressant, etc. N'oubliez pas que mes opinions personnelles ne sont pas reflétées par ce qui est dans ce texte. Et que, voilà, faites bien le distinguo entre ma personne réelle et le bouquin, s'il vous plaît. Je trouve que c'est fondamental pour qu'on puisse éventuellement bien débattre. Voilà, je pense que c'était tout. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'on va aller au bout de la lecture. J'aime pas arrêter des lectures en cours de route. Donc je pense qu'on ira au bout. Les lives, comme je le disais récemment, les lives de cette fin d'année vont être très chamboulés. Mais vraiment très chamboulés parce que là j'ai plein de choses qui arrivent en plus, donc c'est terrible. Tant que je peux, je continue ma routine d'un jour sur 3 de la lecture, un jour sur 3 de la découverte et un jour sur 3 pas de live. Et dès que je pourrai plus, de toute manière, je vous mettrai au courant. Mais fin d'année, très chamboulé, risque d'y avoir peu de live. Et je risque de faire des lives très sporadiquement quand je le peux. Voilà, voilà. En tout cas, si ça vous a plu, pour la suite du contrat social de Rousseau, je pense avec le livre 2 du coup, on se retrouve vendredi 9. Attendez, c'est ça? Ouais, c'est ça. On se retrouve vendredi 9 novembre à 21h. Si vous voulez
plutôt aller sur quelque chose de plus léger. C'est pas mal aussi parce que ça permet de jongler entre du un peu plus sérieux et un peu plus léger. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger, peut-être que vous voudriez découvrir un peu plus amplement l'univers de League of Legends. Dans ce cas, je vous invite à me rejoindre demain à 21h pour un live d'une petite heure où on va s'intéresser au personnage de Nautilus et où on va effectuer la lecture de sa nouvelle Lophidien. Voilà, je pense avoir tout dit. Merci à ceux qui m'ont suivi, merci à ceux qui sont passés, merci Princess Crow, Matt René, Fallen Angel. Bonsoir, bonne nuit à tous, et à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte. Bye bye.